Fusillade à Tripoli autour du quartier général du colonel Kadhafi. Il s'agirait d'une opération de commando menée contre le numéro 1 libyen. Les assaillants auraient été abattus par les soldats fidèles au colonel Kadhafi. C'est officiel, les soviétiques ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Moscou l'a annoncé en fin d'après-midi. Un homme ouvre le feu à l'intérieur de l'Assemblée nationale du Québec, au Canada. Il y aurait au moins 3 morts et une douzaine de blessés. La terre a de nouveau tremblé aujourd'hui en Italie après le séisme qui a fait 3 morts et une centaine de blessés hier soir entre Rome et Naples. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce sommaire vous l'indique, l'actualité est particulièrement chargée ce soir, avec d'abord une question. Que se passe-t-il à Tripoli, en Libye, où selon des diplomates en poste dans la capitale, un commando aurait attaqué ce matin les environs du quartier général du colonel Kadhafi. La fusillade aurait duré toute la matinée et des blindés seraient même entrés en action pour repousser l'attaque. L'opération de commando aurait échoué, toujours selon les mêmes sources, et les assaillants auraient été abattus. Nous sommes parvenus il y a quelques minutes à entrer en contact par téléphone avec la femme de l'ambassadeur de France à Tripoli. Elle venait de suivre les événements à la radio et à la télévision libyenne. Je vous propose d'écouter son témoignage à partir donc des informations diffusées par les Libyens. Que cet immeuble dans lequel il s'était réfugié des 10 personnes, réfugiés ou cachés plutôt, a été détruit au coup de canon. Et cet immeuble qui est visible, n'est-ce pas, les 10 ont été tués. Mais de quelles 10 personnes s'agit-il? Il s'agissait de 10 personnes qui sont infiltrées de la Tunisie en Libye et qui sont de nationalités diverses. Il y a des Soudanais, des Libanais, paraît-il, et des Palestiniens. Mais le fait est là qu'hier soir à la télévision, on nous a montré déjà des passeports de 3 personnes, ou 2 ou 3, qui étaient tués à la frontière, et qui étaient des gens qui essayaient de passer la frontière tuniso-libyenne avec des passeports qui étaient donc effectivement des agents de semeurs de troubles. Est-ce que le colonel Kadhafi est toujours vivant? Ah oui, absolument. Il n'y a rien de passé au campement militaire, absolument rien. Et les images de la télévision libyenne diffusées hier soir à Tripoli et dont vient de nous parler l'épouse de l'ambassadeur de France, les voici. Celle d'un homme abattu à la frontière tuniso-libyenne selon les autorités de Tripoli, celle de son passeport soudanais également, où l'on peut remarquer à l'intérieur un visa britannique. J'ajoute que les assaillants de ce matin avaient annoncé que le colonel Kadhafi avait été tué lors des combats, une rumeur démentie par les ambassades occidentales à Tripoli. Alors la personnalité du colonel Kadhafi et les récentes actions menées par ses partisans, au Proche-Orient comme en Europe, ces actions ont été au centre de l'actualité internationale de ces dernières années. C'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'opération menée aujourd'hui par les adversaires du régime de Kadhafi. Gérard Sebag. Il faut se souvenir qu'après avoir renversé le vieux roi Idriss, le colonel Kadhafi prend le pouvoir à Tripoli en 1969. Se considérant comme le fils spirituel de Nasser, il se fait très rapidement remarquer par une politique étrangère et intérieure plutôt déconcertante. Obsédé par l'unité arabe, il tente des unions, notamment avec l'Égypte et la Tunisie qui avorteront. Rejeté par une partie du monde arabe, il tente de déstabiliser ces régimes par des actions de commando militaire. Il est également accusé d'aider le terrorisme international. La dernière manifestation de l'activisme de Kadhafi s'est produite à Londres le 17 avril dernier, où à la suite d'une manifestation d'opposants, des coups de feu sont tirés de l'ambassade de Libye, tuant une femme policier britannique. Après un siège de plusieurs jours, la Grande-Bretagne rompt ses relations diplomatiques avec Tripoli. En Afrique, Kadhafi tente aussi l'unité forcée avec ses voisins. Au Tchad, il aide M. Goukouni Weddey dans sa tentative de prendre le pouvoir. Son armée et ses légions islamiques occupent le nord du Tchad. Ils sont bloqués au-dessus du 17e parallèle grâce à l'armée française qui soutient, elle, le régime légal de Djamena. En 15 ans de pouvoir, Kadhafi, cet homme fantasque et imprévisible, s'est fait remarquer par des méthodes réprouvées par toute la communauté internationale et surtout occidentale. Soutenu par l'Union soviétique, il a échappé à plusieurs attentats organisés par des services secrets étrangers, mais aussi par des opposants libyens.
Disposant d'une fortune considérable grâce à son pétrole, il tente de propager à travers le monde une doctrine basée sur son livre vert qui prône la révolution permanente, s'appuyant aussi sur une vision particulière et très militante de l'islam. Depuis plusieurs mois, une opposition s'est manifestée en Libye même, dans les milieux étudiants et d'affaires, cette nouvelle bourgeoisie qu'il a contribué lui-même à enrichir. Il a utilisé contre eux des méthodes radicales. Plusieurs étudiants pendus en place publique et assassinats d'opposants à l'étranger. Mais cette fois, c'est de son armée même que semble être venue la tentative de coup d'État. Une armée enlisée au Tchad et mécontente de cette révolution permanente, anarchique, des comités populaires qui, par simple dénonciation, peuvent remettre en cause le pouvoir de ses chefs. Kadhafi semble avoir échappé une fois de plus à la mort. Comme on dit dans le monde arabe, il a la baraka, mais cette fois, l'alerte a vraiment été très très sérieuse pour lui. Le deuxième titre de ce journal nous vient de Moscou avec cette information: les athlètes soviétiques ne participeront pas aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Il faut bien dire que c'est une surprise de taille, car on avait beau savoir que Moscou était très irrité par l'attitude des Américains, on pensait néanmoins que les différends avaient été réglés, du moins en partie, lors de la dernière réunion des responsables olympiques. Ce soir pourtant, les Jeux sont faits, il n'y aura pas de Soviétiques aux Jeux de Los Angeles. Écoutez la manière dont le speaker de la télévision soviétique l'a annoncé tout à l'heure. В этих условиях Национальный олимпийский комитет СССР вынужден заявить о невозможности участия советских спортсменов в играх 23-й Олимпиады в городе Лос-Анджелесе. Поступить иначе было бы равносильно одобрению антиолимпийских действий американских властей и организаторов игр. Принимая такое решение, говорится в заявлении НОК СССР, Voilà donc pour le texte officiel. Alors cette décision va beaucoup embarrasser les Américains qui avaient, vous vous en souvenez, eux aussi boycotté les derniers Jeux Olympiques qui se déroulaient à l'époque en Union soviétique. Un embarras sorti d'un problème financier considérable, les Jeux de Los Angeles perdant beaucoup de leur intérêt en l'absence des grandes vedettes du sport soviétique. Notre correspondant à Washington, Édouard Laure, nous donne les premières réactions aux États-Unis. Première réaction officielle il y a quelques instants ici à la Maison-Blanche. Les Soviétiques font preuve d'une mauvaise foi évidente et les prétextes invoqués sont totalement faux. Première réaction donc à cette information qui est arrivée jusqu'ici avec la stupéfaction que vous pouvez imaginer. Il est évident que dans un premier temps, Washington rejette les motifs avancés par Moscou, notamment sur le problème de la sécurité des athlètes, dans la mesure où l'on connaît la vigilance des Américains dans ce domaine. Mais il faudra aussi analyser les suites de cette décision. On va beaucoup en parler dans les prochains jours. Les conséquences politiques sur les rapports Washington-Moscou, qui n'ont fait, depuis l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir, que se dégrader pour devenir aujourd'hui pratiquement inexistants. Et cette affaire des Jeux Olympiques de Los Angeles va en apparaître comme une parfaite illustration. Oui, alors embarras aux États-Unis, donc, où tout était presque prêt pour l'organisation définitive de ces Jeux. On avait apparemment prévu beaucoup de choses, mais pas le pire, même si l'hypothèse d'un boycott soviétique planait dans l'air depuis plusieurs semaines. Olivier Ray. Participer aux Jeux Olympiques, c'est pour un athlète le but de sa carrière. Ce sont des années d'efforts pour gagner ou perdre une médaille. Il y a 4 ans, les athlètes américains avaient dénoncé le boycott des Jeux de Moscou. Tous espéraient que ceux de Los Angeles se dérouleraient normalement, que la politique laisserait le sport en paix, au moins le temps des Jeux, comme le déclarait récemment l'athlète Sam Turner. Il y a toujours un enjeu politique pour amoindrir la gloire de toute chose. Alors si on pouvait oublier la politique et nous laisser concourir comme des athlètes olympiques, si on pouvait cesser le feu et baisser les armes, simplement nous laisser pendant une semaine, un mois, pour une compétition entre amis, une fois tous les 4 ans, ce n'est pas trop demandé. Ce vœu n'a pas été entendu, et pourtant tout avait été préparé. L'université d'UCLA à Los Angeles avait été réquisitionnée. Pour assurer la sécurité des soviétiques, le FBI, la CIA, et même ce passage grillagé réservé aux athlètes. Même le mouvement Ban the Soviet, hostile à la venue des soviétiques, avait prévu de prendre en charge les athlètes qui demanderaient l'asile politique durant les Jeux. Nous serons simplement un groupe de soutien qui fournira la nourriture, un refuge, l'assistance juridique et tout ce dont un immigrant russe aura besoin pour assurer l'asile politique qu'il demanderait à notre pays. À Los Angeles, au comité d'organisation, tout le personnel travaillait avec la certitude que les soviétiques participeraient aux Jeux.
mais qu'ils attendraient le 2 juin, date limite du règlement, pour annoncer ou non leur présence. Le comité d'organisation s'occupait d'ailleurs activement de la commercialisation de ces jeux. Aujourd'hui, avec la décision soviétique, ce sont plus de 600 millions de droits de télévision que perd le comité d'organisation et bien d'autres recettes liées à la publicité. Mais dans cette affaire, ce sont avant tout les sportifs du monde entier qui sont les perdants. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'aspect le plus concret de la décision soviétique de ne pas participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Reste maintenant l'analyse de cette décision. Georges Bortoli, une analyse qui nous fait passer du sport à la politique. Tout d'abord, c'est la réponse du berger à la bergère. En 1980, les Américains avaient boycotté les Jeux de Moscou. Il est évident que les Soviétiques leur rendent aujourd'hui la monnaie de la pièce. Deuxièmement, vous savez que les dirigeants soviétiques ont pour habitude de ne pas faire de cadeaux à Ronald Reagan avant les prochaines élections. Or, boycotter les Jeux en Californie, c'est-à-dire chez Reagan lui-même, c'est un petit peu lui donner un soufflet, et c'est aussi le mettre dans une position un peu gênante, car il va y avoir aux États-Unis des gens qui ne seront pas contents du tout, et notamment les organisateurs qui, on vient de vous le dire, vont être obligés de rembourser des sommes énormes des droits prévus à la chaîne de télévision ABC et à différents sponsors. Voilà ce qu'on peut dire, et puis aussi, c'est que les Américains ont donné un petit peu les verges pour se battre en étant particulièrement durs avec les Soviétiques ces derniers temps. Par exemple, on a vu les Américains refuser un visa à l'émissaire soviétique qui devait reconnaître les lieux pour la raison probable peut-être qu'il appartenait au KGB. Et puis, c'est vrai que la commercialisation outrancière de ces jeux, cette façon de tout vendre, y compris la flamme olympique, a fourni aux Soviétiques une admirable occasion de se voiler la face en disant « mais l'esprit de Coubertin est trahi ». Bref, et pour nous résumer, les jeux, pour la deuxième fois, sont victimes de l'attention internationale, ce qui leur retire non seulement une partie de leur intérêt, mais aussi leur raison d'être, le fait qu'ils sont des jeux internationaux. Alors voilà, une fois c'était Moscou, la deuxième fois c'est Los Angeles. Il ne faudrait pas, sous peine de dégâts sérieux, qu'il y ait une troisième fois. Autre point chaud de l'actualité de ce mardi 8 mai, le Canada, où un homme a ouvert le feu à l'Assemblée nationale du Québec, faisant au moins 3 morts et 12 blessés. Isabelle Bechler. Tout a commencé à 9h45 local, à un quart d'heure du début des travaux des parlementaires québécois. Un homme habillé d'un treillis militaire et armé d'un pistolet mitrailleur est entré dans les bâtiments de l'Assemblée nationale en criant « Où sont les députés? Je veux en tuer le plus possible ». Il s'est dirigé vers le Salon Bleu, la salle des délibérations. Mais les parlementaires n'étaient pas encore là. Il n'a trouvé sur place que des techniciens de la télévision québécoise qui préparaient leurs caméras, des appariteurs et des secrétaires. C'est sur eux qu'il a fait feu. Il a également tiré vers l'extérieur du bâtiment. L'Assemblée s'est aussitôt transformée en un camp retranché. 4 heures après les premiers coups de feu, les négociations sont toujours menées par le ministre de la Justice québécois. Et à l'intérieur, le forcené détient toujours un homme en otage. Voici les premières déclarations du porte-parole de la Sûreté québécoise, l'équivalent de notre gendarmerie. À l'heure actuelle, si vous confirmez qu'on est rendu à 12 blessés, 3 morts. On est rendu à ça. On a fait le décompte dans nos hôpitaux. On est rendu à ça. On est toujours en négociation. Là, il y a quelques instants, en tout cas, on était toujours en négociation avec l'individu. Tout se passait bien. Bilan provisoire donc 3 morts et 14 blessés. Le meurtrier s'appellerait Daniel Lortie. Il déclare appartenir au 22e régiment royal des forces armées canadiennes, mais ses motivations ne sont pas connues. Il a affirmé par ailleurs avoir piégé l'intérieur du Parlement. Une nouvelle secousse importante a ébranlé ce matin la région de Naples, provoquant de nouvelles scènes de panique, notamment à Puzzol, dans la banlieue. C'est la seconde fois que la terre tremble ainsi depuis hier soir en Italie. C'est à nouveau la région qui va de Rome à Naples qui a été touchée. Hier, une première secousse avait fait 3 morts et une centaine de blessés. Au total, ce sont 40 petits tremblements de terre qui se sont produits en moins de 48 heures dans cette région, déjà très marquée. De Rome, Victor Vraman. Il y a 3000 sans-abri qui vont passer une deuxième nuit dehors. Leurs maisons se sont effondrées. Et puis il y a aussi la peur incontrôlable de retourner dans une maison dans laquelle on a vécu un vrai cauchemar. La secousse d'hier soir a duré une trentaine de secondes. 30 secondes interminables. Les premières caravanes sont arrivées. 333 en tout. On attend encore de Milan 500 caravanes. Au moins la moitié des sans-abri ne passera pas la nuit dans la rue, autour d'un feu. Les secours
police, pompiers et militaires sont arrivés très rapidement cette fois-ci. Il est vrai que le tremblement de terre d'hier soir n'a pas eu l'ampleur de celui d'il y a 4 ans dans la région de Naples, ce qui fait que les secours ont été plus faciles à organiser. Le bilan de ce tremblement de terre, qui a été communiqué cet après-midi, fait état de 3 morts et de 61 blessés. Une trentaine de villages ont été plus ou moins touchés, à une centaine de kilomètres au sud-est de Rome, disons entre Rome et Naples. Dans certains cas, 70% des maisons se sont effondrées partiellement, et il n'est plus possible d'y habiter. C'est décidément une année particulièrement dangereuse et menaçante, puisqu'il y a 10 jours, la terre a tremblé en Ombrie, dans la région d'Assise. Décidément, l'Italie est en première ligne. Tremblement de terre en Sicile en 68, dans le Frioul en 76, dans la région de Naples il y a 4 ans, et il ne s'agit que des catastrophes les plus récentes. Ici, il y a eu un tremblement de terre en 1915, image malheureusement classique et toujours désolante. Ce qui est navrant aussi en Italie, c'est qu'en cas de tremblement de terre, il y a des centaines de chefs-d'œuvre d'architecture qui sont abîmés et qu'il faudra restaurer patiemment. Ici à Cervaro, il y avait 150 fidèles hier soir qui assistaient à une messe dans cette église, surtout des femmes et des enfants. On compte 15 blessés. Nous ne sommes qu'au mois de mai, les spécialistes ne sont pas en mesure de prévoir d'autres tremblements de terre, mais l'opinion publique est plutôt inquiète. Il y a comme un pressentiment de masse qu'il peut se produire d'autres désastres cette année. Il y a 39 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le président Mitterrand a choisi de refaire de cette commémoration un jour férié en France, insistant ainsi sur l'importance qu'il attache à cette date où l'Europe fêtait sa liberté retrouvée. Aujourd'hui, le chef de l'État présidait les cérémonies à l'Arc de Triomphe de Paris. Bernard Pradino. Le 8 mai 1945 est le jour de la victoire en Europe. L'ennemi allemand rend les armes, la France est à Berlin, à la table des vainqueurs. L'autre combat allié, contre le Japon, prendra fin quelques mois plus tard. La cérémonie de ce matin fait partie d'un ensemble de manifestations qui marqueront, avec l'éclat souhaité par le gouvernement, la capitulation allemande et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, le 6 juin prochain, le président Reagan et la reine Elisabeth d'Angleterre seront, aux côtés du président Mitterrand et parmi d'autres personnalités, sur les côtes normandes pour la commémoration du débarquement allié décisif. 8 mai 1945, une victoire amère, trop de morts, de ruines, une Europe meurtrie, et pourtant cette époque allait marquer le début d'un nouveau rapprochement entre les nations qui s'étaient affrontées. Le chef de l'État, ce matin, a décoré une dizaine d'anciens combattants, certains de la Première Guerre mondiale, avant de parler un instant avec des lycéens. La paix, je cite le ministre des Anciens Combattants, a un sens pour l'avenir des jeunes. La police a procédé à 22 interpellations hier lors de l'opération déclenchée dans l'île aux Chalons, près de la gare de Lyon à Paris. 14 personnes sont accusées de détenir de la drogue, les autres étant en situation irrégulière ou en possession d'armes. Cette affaire relance le débat sur la rénovation de ce quartier, une rénovation annoncée à plusieurs reprises, mais toujours repoussée pour des raisons techniques. Les explications de Michel Perrault. Île aux Chalons, aujourd'hui 15h. Nouvelle descente de police. Après la rafle d'hier, les trafiquants de drogue avaient repris dès le début de l'après-midi leur petit commerce, comme si de rien n'était. 4000 personnes vivent dans ce quartier abandonné et déshérité. Jusqu'à l'an dernier, plusieurs communautés, français d'origine, maghrébins, asiatiques, cohabitaient sans trop de problèmes. Depuis l'arrivée des dealers, la physionomie d'Île aux Chalons a changé. La délinquance, la violence s'y sont installées. Et la plupart des habitants vivent désormais dans la crainte. Depuis vraiment 6 mois, c'est la drogue tout le temps, sans arrêt. Alors on en a marre, on ne peut pas sortir. Je vais faire mes courses, je ne peux pas sortir. Je veux rentrer chez moi, je ne peux pas rentrer, ils sont là en train de se piquer. Non, écoutez, c'est pas une vie, ça, c'est pas possible. Et surtout qu'on est beaucoup de questions de français, on est peut-être une 25 encore dans le coin, c'est tout là. Et alors c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, il faut ou abattre tout ou tout démolir.
Sur nous, on va y rester un jour. Hein. Je crois qu'on se trouve dans une situation qui est maintenant classique à Paris, où les administrations, par leur passivité sans doute volontaire, laissent pourrir un quartier pour ensuite faire une opération de rénovation au meilleur prix à la fois pour l'indemnisation des gens qui seront expulsés et pour les problèmes de relogement, et aussi pour oblitérer un certain nombre d'autres problèmes essentiels, comme par exemple la présence d'une activité industrielle et artisanale. Le projet de rénovation, en voici la maquette. La construction du nouveau quartier sera organisée autour d'une vaste place piétonne en forme de demi-ellipse. Sous les arcades, des commerces. Dans les bâtiments autour, 500 logements dont 200 HLM, un foyer de 120 lits pour migrants et un hôtel 3 ou 4 étoiles. Une véritable métamorphose. Mais nous n'avons pas fait la rénovation de l'île aux Chalons pour traiter le problème de la drogue. Nous avons fait la rénovation de l'île aux Chalons parce qu'il faut améliorer les abords de la gare de Lyon, parce qu'il faut fournir à tous ces quartiers du 12e arrondissement un nouveau cadre de vie, parce qu'il faut fournir à tous les habitants qui sont dans une situation tout à fait convenable dans cet îlot un meilleur environnement et de meilleures, disons, conditions de vie dans leur quartier, dans leur ville. Après des années d'indécision et de passivité, il semble que les événements des derniers jours aient tout précipité. Les premiers coups de pioche des démolisseurs devraient intervenir d'ici fin juin. Le dollar toujours plus haut, le billet vert était coté à 8 francs 45 à la fermeture du marché à Paris hier et il dépassait les 8 francs 50 aujourd'hui sur les places financières américaines. Une mauvaise nouvelle pour l'économie française qui paye ses importations en dollars, mauvaise nouvelle aussi pour M. Delors qui pourrait bien être obligé de revoir ses prévisions. Philippe Sassier. Il valait 7 francs 30 il y a un an, puis il a bondi à un cours record, 8 francs 69 juste après le réveillon du 1er janvier dernier. Il retombait à 7 francs 83 avant les premiers bourgeons du printemps. Il redépasse maintenant 8 francs 50. Ainsi, le dollar, comme un avant-centre habile qui prend à contre-pied le gardien de but adverse, a déjoué les pronostics de tous les financiers internationaux. On annonçait sa chute. On assiste depuis 2 jours à une spectaculaire envolée. Par rapport à vendredi, en effet, le dollar coûte 20 centimes de plus et il est en hausse contre toutes les grandes monnaies occidentales. 2 raisons expliquent essentiellement ce réveil. D'abord, on prévoit une nouvelle augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis, ce qui attire les dollars comme le sirop attire les guêpes. Ensuite, le marque allemand est secoué par une mauvaise météo sociale en Allemagne. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, le chancelier Kohl est confronté à une vague de grève dans la métallurgie. Et vous le savez, lorsque le marque baisse, le dollar monte, celui-ci apparaît une nouvelle fois comme un refuge. Jusqu'où va-t-on aller? C'est impossible à dire. Mais une chose est certaine, si le dollar reste légèrement au-dessus de 8 francs tout au long de cette année, Jacques Delors devra refaire ses calculs car, en effet, un dollar plus fort. Cela signifie de l'essence plus chère dès le mois prochain et de l'inflation en plus tout au long de l'année. L'académicien dissident soviétique Andreï Sakharov observe une grève de la faim depuis le 2 mai dernier. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui une amie de la famille Sakharov. Le prix Nobel de la paix qui vit depuis plus de 4 ans en exil intérieur à Gorky entend ainsi obtenir l'autorisation pour sa femme de quitter l'Union soviétique pour raison médicale. C'est la 3e grève de la faim menée par Andreï Sakharov depuis 10 ans. Sa femme souffre d'une maladie des yeux et elle devrait se rendre à l'étranger pour y recevoir des soins. Ces derniers jours, la presse soviétique avait relancé de très vives attaques contre le couple de dissidents. 50 000 vétérans du Vietnam vont se partager environ 2 milliards de francs. C'est l'indemnité qui leur sera versée en bloc par 7 sociétés américaines qui ont produit les fameux défoliants utilisés pendant la guerre du Vietnam. Ces défoliants, encore appelés agents orange, ont fait des ravages non seulement parmi la population vietnamienne, mais aussi chez des combattants américains qui avaient été chargés de le répandre. 50 000 d'entre eux avaient donc engagé des poursuites contre les 7 sociétés. Édouard Laure. C'était au plus fort de la guerre, quelques millions de litres de défoliants déversés sur le Vietnam pour dégager le terrain et repérer plus facilement l'ennemi. Aux plaintes vietnamiennes, on a d'abord répondu propagande. Jusqu'en 78, où cet ancien combattant du Vietnam a apporté la première preuve, son enfant, né avec des mains déformées. Témoignage aussi à l'époque de cet homme, aujourd'hui mort d'un cancer. Des laboratoires, les analyses ont d'abord mis en cause la dioxine, un des éléments chimiques qui composent l'agent orange. Sans résultat.
Et alors qu'à travers toute l'Amérique, ce problème devenait le point le plus sensible de l'après-Vietnam. D'autant plus que sur place même, l'épreuve devenait de plus en plus évidente, avec une liste de victimes qui ne cesse de s'allonger, et donc cet arrangement, le paiement par les 7 compagnies chimiques qui ont fourni cet agent orange d'1,5 milliard de francs d'indemnité aux 15 000 anciens combattants. Eux ne cachent pas leur déception. C'est pas juste, ce montant n'est pas juste. Ce montant peut à peine aider 1 ou 2 anciens combattants. I think it's appropriate that on the 30th anniversary of the surrender of the French at Dien Bien Phu, the chemical... Je pense que c'est bien que le jour du 30e anniversaire de la capitulation des Français à Dien Bien Phu, les sociétés chimiques capitulent devant les vétérans victimes de l'agent orange et qui ont gagné cette dernière bataille de la guerre d'Extrême-Orient. Cet arrangement est une grande victoire pour les vétérans. Le montant est totalement dérisoire et je pense que c'est presque une insulte au sacrifice qu'ont fait les vétérans et leurs familles. Satisfaction en tout cas du côté des compagnies qui, elles, estiment s'en tirer à bon compte. Je pense que c'est un arrangement qui profite à toutes les parties concernées. Bien sûr, nous avons agi dans notre intérêt, mais c'est aussi au bénéfice des vétérans eux-mêmes. Un dernier épisode de cette guerre du Vietnam à mettre au compte du passé, pas évident. Ces mêmes compagnies qui vont avoir à payer 180 millions de dollars ont fait l'an dernier quelques 11 milliards de dollars de bénéfices. Le pape était aujourd'hui au cœur de la jungle, sur les hauts plateaux de la Papouasie. Un voyage symbolique dans un pays catholique depuis 50 ans seulement. En choisissant d'aller ainsi dans l'un des endroits les plus sauvages de la planète, Jean-Paul II voulait montrer l'importance qu'il attache à l'évangélisation. Jean-Claude Darigo. Il avait plu très fort sur les hauts plateaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et les 200 000 fidèles qui attendaient la venue du pape pataugeaient dans la boue. Ni le mauvais temps, ni les tracts de propagande anti-Jean-Paul II diffusés par quelques sectes protestantes locales n'avaient découragé les catholiques papous. Les tatouages et les poitrines nues des femmes, les tabliers de feuilles, les arcs et les flèches des guerriers étaient présents au rendez-vous, rappelant à qui voulait le savoir que dans la région, pas grand-chose n'avait changé depuis 2000 ans. Votre église est jeune, elle doit faire preuve de maturité, a déclaré Jean-Paul II en Pidgin English, le dialecte grâce auquel les Papous, divisés en 1000 ethnies et 700 langues, arrivent à se parler. En fait, les 31% de catholiques sont loin d'avoir assimilé la totalité du christianisme. Beaucoup de baptisés continuent à être polygames et à sacrifier discrètement au culte des ancêtres. Les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés en Papouasie en 1933. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Maison Lafitte dans le prix Matignon. Les 2 combinaisons gagnantes, car il y en a 2, le 3, le 5 et le 9, et le 3, le 5 et le 16, car la photo n'a pas pu départager les 2 derniers, 3, 5, 9 et 3, 5, 16. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. À Cherbourg à 17h, 9 à Tours et à Brest à 17h encore, vous m'en direz tant. Eh bien oui, je vous le dis quand même, 8 ou 9 degrés, c'est fou à cette époque-là. Il fera froid demain. Regardez la carte pour demain, la carte qui vous dit qu'il y aura encore des nuages qui vont s'accrocher sur les Pyrénées sans précipitation. En revanche, précipitation par pluie et orage sur le sud-est. Au sud de la Loire, ce sera du beau temps, après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Sur la moitié nord aussi, mais davantage de passages nuageux, toujours à cause de cet anticyclone qui nous vient du nord et qui nous fait venir de l'air froid. Regardez cet air froid sur la carte de demain. Une petite eau, c'est pas de refus, hein, avec les températures que je vous donnais tout à l'heure, de 13 à 16 degrés sur la moitié nord. Et de 17 à 20 degrés sur la moitié sud, 20 degrés en Corse, et à Perpignan, 19 sur la Méditerranée, 19 également à Biarritz. Demain, mercredi 9 mai, 2 minutes de soleil en plus, levé 6h17, couché 19h17. Si je compte bien, ça nous fait 13h juste de soleil, et c'est la Saint-Pacôme. Et avant de nous quitter, je vous propose d'écouter la réaction du président du Comité national olympique français, M. Pailloux, une réaction qui vient tout juste de nous parvenir.
Eh bien, une réaction de très grande déception, de surprise parce qu'on ne s'attendait pas à une décision aussi rapide, mais aussi de très grande déception, car il est évident que si les Russes maintenaient cette position et n'allaient pas aux Jeux de Los Angeles, eh bien, ça serait porter un coup mortel aux Jeux Olympiques. Craignez-vous que les autres pays de l'Est suivent cette décision? Il est évident que si l'URSS maintient sa décision, on peut craindre qu'une vingtaine des pays de l'Est suivent la même voie. Pour vous, ce serait un coup mortel porté à l'Olympisme? Ah, vous savez, après le problème que nous avons connu à Munich, à Montréal et à Moscou, si à Los Angeles les pays de l'Est n'y vont pas, eh bien, il est évident que l'Olympisme serait condamné et ça serait un drame. Voilà la première réaction à chaud donc du président du Comité national olympique français après l'annonce que les soviétiques ne se rendront pas aux Jeux olympiques de Los Angeles. Aux environs de 23h30, Jacques Segui vous présentera la toute dernière édition de ce journal. Demain, 12h45, antenne de midi et 18h30, c'est la vie. Bonsoir, à demain 20h.